Bonjour à tous. Avant de plonger dans les formulaires HTML, on va examiner d'autres éléments tels que les tableaux et les listes à puces. Tout d'abord, commençons par notre modèle qu'on a construit dans la leçon précédente. Pour créer une table, voici la structure de base. Les balises externes sont table et /table. Puis vous avez une balise pour chaque ligne, tr pour table row. Notez qu'on indente ou qu'on décale chaque ensemble de balises à l'aide de la touche Tab pour rendre le code plus lisible. C'est une pratique courante dans tous les langages de programmation. À l'intérieur de chaque ligne, il y a une balise pour chaque colonne, TD pour Table Data. Encore une fois, chaque ligne a une balise ouvrante et fermante. Donc on va copier-coller avec CTRL-C, CTRL-V. Sur la première ligne, on utilise également TH pour Table Header, ce qui permettra un style différent pour l'entête du tableau. Essayons donc de remplir les données du tableau et voyons ce qui se passe. Les colonnes seront prénom, nom et âge. Dans les lignes suivantes, on va entrer quelques exemples de données. Maintenant, on va ouvrir notre page dans le navigateur. Maintenant, on a notre tableau, mais celui-ci n'a pas de bordure. Souvent, on veut qu'un tableau ait des bordures. Pour le faire, on peut procéder de différentes manières. On peut utiliser CSS Inline, qui appliquera le nouveau style uniquement à la table actuelle, ce qui signifie que si on en crée une nouvelle, elle aura le style par défaut sans bordure. Par souci d'apprentissage, on le fera d'abord avec le CSS Inline. Ajoutons notre style au tableau lui-même en tapant Style Border 1 pixel Solid Black. Ça signifie qu'on veut une bordure d'1 pixel d'épaisseur, une seule ligne continue de couleur noire. Vous pouvez expérimenter avec d'autres paramètres comme une bordure grise si vous voulez qu'elle soit plus subtile par exemple. Voyons à quoi ressemble la table. Maintenant, on peut voir qu'il y a une bordure noire tout autour de la table. On doit également ajouter une bordure à tous les types de cellules de données, c'est-à-dire TH et TD. C'est un processus un peu fastidieux. On verra plus tard comment le faire plus efficacement avec le CSS. On vient de copier-coller le style à l'intérieur de chaque cellule. Maintenant, on peut voir qu'il y a une bordure autour de chaque morceau de texte. Annulons maintenant avec CTRL-Z ce qu'on vient de faire et voyons comment on peut le faire en CSS. Une façon de le faire est de créer une section de style à l'intérieur de la section Head de notre fichier HTML. Ensuite, la syntaxe qu'on utilise consiste à énumérer tous les éléments auxquels on veut appliquer un style. Puis à ouvrir un crochet et à spécifier les styles qu'on veut utiliser. On va ajouter la bordure. Utilisons la couleur rouge cette fois-ci. Et il y a aussi un autre paramètre qu'on peut utiliser, Border Collapse, qui supprimera toutes les bordures, les doubles bordures et les réduira en une seule.
Rafraîchissez et maintenant on peut voir que notre table a la bordure rouge qu'on vient de spécifier. Il y avait en fait une erreur dans le code, on devait appliquer la bordure à table, td et th et non à tr. C'est pourquoi certaines bordures étaient manquantes. Voilà le résultat. L'autre façon d'appliquer le CSS est très similaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée un deuxième fichier avec l'extension CSS, puis on le lit dans notre HTML. Créez votre fichier CSS, nommez-le par exemple style.css. On va copier les styles qu'on a tapés précédemment et les coller à l'intérieur du fichier CSS. Maintenant, on peut se débarrasser de la section style et procéder à la liaison dans notre fichier CSS. Ça se fait également dans la section head et la syntaxe est link rel style sheet href égale style.css. Encore une fois, on va modifier légèrement le style pour s'assurer que les changements sont appliqués. Utilisons une bordure bleue plus épaisse. Donc 3 pixels, puis blue. Actualiser, puis vous pouvez voir que les styles ont été appliqués au tableau. Toujours s'assurer de sauvegarder les deux fichiers. C'est la méthode à privilégier lors de la création d'un site web complet, car il y aura généralement beaucoup de styles différents et on veut éviter que notre fichier HTML soit trop volumineux. On essaie de diviser notre code en différents fichiers autant que possible. Un autre élément HTML qu'on va examiner rapidement sont les listes à puces et numérotées. Les listes à puces utilisent la balise UL qui signifie liste non ordonnée, unordered list. Chaque élément de la liste est entouré de LI pour élément de liste, list item. Disons qu'on veut créer une liste d'épicerie, par exemple, on va entrer différents aliments. Et voici à quoi ressemble notre liste. Notez que vous pouvez ajouter plus de niveaux en ajoutant un autre UL à l'intérieur du premier. Ajoutons une sous-liste pour l'un des éléments. Donc encore une fois, LI pour chaque élément de la liste. On peut voir que le deuxième niveau utilise automatiquement un type de puce différent. Maintenant, si on veut une liste numérotée, on change simplement le UL pour OL, liste ordonnée. Cela fera en sorte que chaque élément de la liste soit numéroté. Comme toute autre chose, vous pouvez ajouter des styles aux listes à puces, modifier l'apparence des puces, utiliser des symboles au lieu des chiffres et bien plus encore. Encore une fois, une bonne ressource pour plus de détails sur HTML et CSS, w3schools.com.
Voyons maintenant comment créer un formulaire en HTML. Les formulaires sont nécessaires dans de nombreux cas. On doit généralement permettre aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter, de nous contacter, de s'inscrire à une newsletter, de publier des commentaires, etc. Le formulaire lui-même est contenu entre des balises form. L'un des champs de saisie de base qu'on voudra utiliser dans les formulaires est un champ texte, donc on va en créer un. La balise d'ouverture est autonome, il n'y a pas de balise de fermeture. À l'intérieur, on indique le type d'input. Ici, ce sera texte. Un identifiant qui est spécifique au champ de saisie. Donc ID égale l'identifiant. Puis un nom qui sera utilisé plus tard lorsqu'on commencera à soumettre nos formulaires. Jusqu'à présent, on peut voir qu'on a un champ texte, mais on veut aussi ajouter une étiquette. Cela se fait comme suit. Idéalement, on souhaite également lier l'étiquette au champ de saisie, de sorte que si l'utilisateur clique sur l'étiquette, cela lui permet de commencer à taper du texte. Pour faire ça, on ajoute for égale le ID du champ texte, donc fname dans ce cas-ci. Les boutons radio sont un autre élément de formulaire intéressant. Ils sont créés de la même manière en utilisant la balise input, mais cette fois-ci le type sera radio. Tous les boutons radio de la même liste doivent avoir le même nom, ce qui fait qu'une seule option peut être sélectionnée à la fois. Donc ici, Fav Language sera réutilisé pour chacune des options. On ajoute également une valeur à chaque bouton radio, c'est ce qui sera envoyé lorsqu'on soumet le formulaire. Encore une fois, on veut ajouter une étiquette pour chaque option. Cette fois-ci, on la met après pour qu'elle apparaisse à droite. Chose à noter, on peut ajouter des sauts de ligne en utilisant le tag BR. Par exemple, si on veut ajouter un saut de ligne après le champ texte, on s'y prend comme ceci et on obtient des boutons radio en dessous de la zone de texte. Les cases à cocher sont très similaires. On peut conserver notre liste de radios telle qu'elle et simplement modifier le type d'entrée et utiliser la checkbox. Donc il suffit de copier-coller le bloc des boutons radio. Puis de modifier le type pour checkbox au lieu de radio. Donc
Ici, on peut voir que les boutons ronds se sélectionnent un à la fois, tandis que les cases à cocher peuvent toutes être sélectionnées en même temps. Un autre élément important dans tout formulaire est le bouton de soumission. Pour l'ajouter, on crée simplement un input avec le style Submit. La valeur et le texte qui sera affiché sur le bouton. Donc en ajoutant value, on obtient du texte sur le bouton. Pour l'instant, il ne fait rien. On verra dans des leçons ultérieures comment utiliser le langage PHP pour gérer la soumission des formulaires. Voilà les éléments les plus courants qu'on pourrait vouloir inclure dans un formulaire. Il existe également des text areas qui sont des champs de texte multilingues. Ceux-ci sont créés à l'aide d'une balise ouvrante et fermante, text area. Pour définir la taille de la zone, vous pouvez spécifier le nombre de lignes et de colonnes. Tout le texte entre les balises sera affiché par défaut dans la zone de texte. Voilà qui couvre les balises HTML de base ainsi que l'utilisation des styles CSS. Dans la prochaine leçon, on va utiliser JavaScript pour valider dynamiquement les entrées de formulaire et ajouter de l'interactivité à nos pages web. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.